Le vivant, il a toujours été central, mais parfois un peu oublié. Parfois, on construisait, mais on se demandait, mais pour qui on construit, en fait? Et quand je dis de vivant, c'est aussi bien l'humain, en fait. Il est essentiel aujourd'hui de se réunir, de voir ce qui se passe à côté. Il ne faut pas s'arrêter au bâtiment. Il faut avoir une approche globale à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, voire même à l'échelle du territoire ou du pays, pour avoir une vision plus stratégique et plus globale. La ville régénérative est une ville qui finalement, est plus agréable, et plus bénéfique qu'elle ne l'est au départ, en fait. C'est qu'elle permet de se régénérer, d'apporter avec le vivant, avec l'énergie, la biodiversité, la gestion de l'eau, le bien-être, le confort et qu'elle apporte, un plus par rapport à la situation, initiale. J'aimerais vous parler de partenaires, le SIPCA, le salon immobilier bas carbone qui se tiendra du 1er au 3 septembre au Grand Palais à Paris. Le changement climatique n'est plus une projection. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, retrait-gonflement des argiles pèsent déjà sur le bâti, les usages et les modèles économiques de l'immobilier. La question n'est plus seulement d'éviter le risque, mais de s'y adapter en s'appuyant aussi sur le vivant. C'est tout l'objet du pavillon de la résilience climatique de l'immobilier que vous pourrez retrouver sur le salon durant 3 jours. Retrouvez un code promo dans la description de cet épisode et profitez de 50% sur le badge premium. Installez-vous, l'épisode commence maintenant. Je m'appelle Hicham Ennakla et pour vous, je pars à la rencontre de celles et ceux engagés pour faire de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. L'énergie est la même, inspirée de nouvelles rencontres. Bienvenue sur Daily Green. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Obadia. Je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas déjà dans un premier temps? Bah, bonjour, merci de m'accueillir. Moi aussi, je suis ravie, je vais, très bien, chaudement Super. et très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, afin de mieux comprendre ton parcours? Oui, bien sûr. Bah, à la base, moi, je suis, journaliste. J'ai toujours été passionnée par le journalisme. J'ai su très, très jeune ce que je voulais faire, journaliste et l'objectif, c'était un petit peu de transmettre, de sensibiliser, d'informer et puis je suis très curieuse donc c'est aussi comprendre et puis transmettre. Donc je suis journaliste de formation. J'ai travaillé, dans plusieurs médias. J'ai commencé un peu à l'Usine Nouvelle, hein, et ensuite, dans plusieurs revues, du bois, et de la filière bois, que ce soit, Bois Mag, l'Agenceur, voilà et donc après une longue période dans le bois qui m'a donné un peu cette fibre environnementale, j'ai poursuivi, au sein du Moniteur et des Cahiers techniques du bâtiment avec justement, essayer d'apporter cette fibre environnementale, au sein du bâtiment et de la construction qui commençait à naître, il y a encore quelques années et qui aujourd'hui est bien présente. Et puis donc depuis 4 ans environ, je dirige, Construction 21 qui est une association en faveur du bâtiment et de la ville durable, mais aussi un média et un réseau. Très bien, et qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre un média réseau collaboratif pour décrire rapidement Construction 21, plutôt que rester dans une rédaction plus classique? Ben, parce qu'il y avait un gros challenge et moi les challenges, j'aime bien les relever. Le challenge, c'était justement de faire de Construction 21, le média du bâtiment et de la ville durable avec une force, celle de l'international, et puis l'autre force, celle de tous ses adhérents et de tous ces acteurs engagés qui sont passionnés, qui sont passionnants et qui ont tous, des solutions à apporter, des réflexions et quand on mélange un peu tous ces acteurs avec leur spectre, enfin ils ont un scope bien défini, mais quand on mélange tous ces acteurs, finalement, on a une richesse qui est passionnante, sur des sujets et quand on fait des dossiers, par exemple sur la biodiversité ou sur le confort d'été et ben, du coup, on a, plein d'intervenants et plein d'acteurs engagés avec des visions différentes et c'est en mélangeant toute cette richesse, toute cette vision qu'on arrive à faire porter des messages. Donc pourquoi j'ai rejoint, Construction 21? C'était parce que ça avait un sens, parce que, au-delà du média aussi, je pouvais aussi agir avec de l'événementiel, animer aussi ce réseau d'acteurs engagés et passionnants et puis toujours poursuivre, l'information et transmettre et sensibiliser. Est-ce que ça veut dire que finalement, dans ce parcours, tu as tout de suite détecté qu'il y avait un véritable problème de cloisonnement des corps de métier? Peut-être à des travaux en silo, des gens qui se rencontraient jamais, mais qui travaillaient peut-être sur les mêmes projets? Est-ce qu'il y a cette sensation, de devoir fédérer, de créer des ponts entre différents, corps de métier?
Clairement, clairement. Souvent quand on parle avec les acteurs, ils ont, leur spécialité, ils ont parfois, du mal à élargir leur champ, mais c'est pas seulement dû avec les acteurs, enfin c'est aussi, les étudiants et quand on fait des jurys justement, c'est quand on organise nos propres jurys ou quand on organise des jurys, ben, en fait, c'est cette richesse en fait ou des événements, c'est quand on mélange tous ces acteurs, tous ces étudiants, ces professionnels et cetera, quand on les met ensemble, on a une richesse, on a une synergie, une intelligence collective qu'on ne retrouve pas tout seul. Donc c'est vrai que ce qui est passionnant aussi dans la construction interne, c'est qu'on arrive à fédérer différents, acteurs dans différents, domaines d'activité et on a une richesse qui est, très intéressante, passionnant et qui fait d'ailleurs on fait des dossiers collaboratifs, ça en fait toute une richesse. Selon toi, c'est quoi les 2 domaines qui étaient, vraiment très, très éloignés, que vous avez réussi à rapprocher pour peut-être travailler ensemble ou en tout cas commencer à discuter, sur les projets? Bah, en fait, je dirais pas ce qu'on a commencé à changer, c'était un peu l'ADN de Construction 21 de mettre en avant des solutions et bah, voilà, de mettre en avant ces solutions et de les pousser. Je dirais que, qu'il est essentiel aujourd'hui de se réunir, de voir ce qui se passe à côté pour, avoir une approche plus globale et effectivement quand j'étais déjà au Moniteur, je disais: «Mais en fait le bâtiment c'est trop juste en fait, il faut pas s'arrêter au bâtiment. Il faut avoir une approche globale à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, voire même à l'échelle du territoire ou du pays, pour avoir une vision plus stratégique et plus globale et on s'en rend bien compte aujourd'hui, même avec la RE 2020, ça change les habitudes de la réglementation environnementale, hein, je précise. La nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020, ça doit changer nos habitudes, de concevoir et tous les acteurs doivent se réunir, autour d'un même projet pour essayer d'apporter son intelligence collective et donc voilà. Je sais plus quelle était la question, mais Oui, je c'est suis ça, partie c'est dans en fait, c'est surtout est-ce qu'il y avait des domaines justement, peut-être les domaines, de la construction et le domaine, je sais pas, du paysage par exemple? C'est 2 domaines qui bien souvent sont, très loin l'un de l'autre, enfin en tout cas, communiquent peut-être pas parce qu'ils sont pas dans la même temporalité. Est-ce que vous avez réussi peut-être à leur faire communiquer pour peut-être intégrer par exemple le paysage beaucoup plus tôt dans la réalisation, dans la construction, dans les pré-projets quoi? Alors oui, mais je dirais même que ça va même à la base. Parfois, architectes et ingénieurs, ne communiquent pas forcément sur un projet et avec les économistes de la construction non plus. Donc alors que c'est un projet global, je dirais même au tout début d'un projet, en fait. Ils communiquent pas forcément ensemble et ils se rendent compte après qu'il faut défaire, alors qu'on aurait pu éviter de défaire si on avait pensé ensemble. Et effectivement, enfin, il y a des scopes avec, enfin, l'environnement qui sont intégrés. Tu parles de la biodiversité, de l'environnement, des paysagistes, des urbanistes, de la gestion de l'eau. Enfin tout ça, ça doit être intégré. Il y a même des sociologues aussi parfois qui interviennent, dans, bah, comment on réfléchit le logement, comment on réfléchit le paysage. Enfin, il y a plein de choses aussi. Quel bâtiment on a envie de vivre, quelle ville on a envie d'avoir, quelle vie on a envie d'avoir aussi. Effectivement, c'est rassembler tout ce monde, les faire réfléchir ensemble et les faire travailler le plus en amont possible. Parce que plus on les fait travailler en amont possible, moins il y a d'erreurs et moins il y a à défaire et à refaire. Fait. Aujourd'hui, comment tu décrirais, concrètement, la double casquette de Construction 21? Parce que si on revient un peu sur le sujet de médias d'information, réseau d'acteurs, comment ça se répartit un peu sur votre activité, quotidienne? Alors, on est un média puisque, on publie régulièrement, et quotidiennement, des actualités tous les jours. Des actualités, de nos adhérents, c'est des solutions, des prises de position, des tribunes, des idées, des réalisations, des chantiers. Mais aussi on a des journalistes en interne, on est journaliste et on publie aussi nous-mêmes des actualités qu'on relaie, l'actu chaude, des informations, des interviews. Donc on a un réel, rôle de média et un peu hybride puisque c'est à la fois le contenu de nos adhérents, le contenu de professionnels et de chercheurs et également le contenu de journalistes. Donc ça fait une plateforme très riche d'informations sur des sujets et on est aussi un réseau puisqu'on a, plus de 185 entités adhérentes. Et donc l'objectif, c'est de fédérer tout ce réseau, de les mettre ensemble, de les encourager à partager leurs solutions, leurs innovations, leurs points de vue et donc de mettre en lumière tout ce qu'ils font et de les faire rencontrer puisque ce qu'on a dit, c'est aussi essayer de désiloter, les activités. Donc si on peut essayer de leur ouvrir un peu les chakras, de leur montrer ce qui peut se faire aussi bien en France,
mais aussi à l'international et sur les autres secteurs d'activité, et ben, on aurait gagné déjà beaucoup de choses, en tous les cas en intelligence collective. Et donc, voilà, on publie régulièrement, entre 3 et 5 dossiers par an. Ce sont des dossiers collaboratifs sur des sujets phares comme, bah, là, on a fait le hors-site, on fait la ville régénérative, il y aura le bâtiment et la santé, il y a la biodiversité, il y a la ville durable, l'adaptation face au changement climatique, la gestion de l'eau. Donc c'est des sujets qui sont forcément d'actualité et on fait appel à des contributions qui donnent lieu ensuite à des dossiers et ces dossiers donnent lieu ensuite à des conférences. Donc c'est aussi ça, qui nous permet de fédérer tout cet univers et tous ces acteurs, c'est d'organiser des événements, où on peut, réfléchir ensemble, partager, mettre en avant des solutions, pour un monde meilleur. Voilà. Très bien. Juste avant cette interview, tu me parlais justement de l'actualité événementielle que tu étais en train de mettre en place pour la rentrée. Ça représente quoi à peu près à l'année? Combien d'événements vous avez, fédéré vos adhérents? Alors, on a peut-être un peu trop d'événements et on fait peut-être un peu trop de choses à Construction 21 puisque, effectivement, on a pas mal de d'acteurs et de richesses et de sujets. On traite, du bâtiment et de la ville, durable, ce qui est très large et avec une échelle aussi parfois internationale. Au niveau des événements là qui arrivent, on a, ben, le CIPCA où on a un stand des solutions. D'ailleurs si vous êtes, au CIPCA, je vous encourage à venir. Il y a à peu près 13 exposants et 13 industriels qui seront présents sur le stand des solutions à me proposer leurs innovations ou leurs points de vue. Donc n'hésitez pas à venir, au CIPCA. Donc on a un stand des solutions qui permet de justement, pour certains de nos adhérents, de venir et de profiter, bah, de l'intelligence collective, des synergies, du réseau et puis, plutôt que d'être seul, dans son petit coin quand on est tout petit, et ben, aussi, se réunir et puis partager cette richesse collective. Donc, il y a le CIPCA, le 1er, 2 et 3 septembre au Grand Palais. Suivra, une conférence à l'Assemblée nationale sur la ville régénérative, un gros sujet, la ville régénérative, mais porteur de sens, donc à l'Assemblée nationale le 16 septembre après-midi, sur invitation du député Lionel Cos. On enchaînera ensuite, à Batimat et Reno Days avec, Paris Business Show et là aussi on a 2 stands, des solutions avec de nombreux, adhérents et exposants donc, venez nous voir et là on organisera aussi de nombreuses conférences, sur la réhabilitation, le confort d'été, sur, le hors-site, on lancera également notre propre concours, les Green Solutions Awards, qui est, le concours des réalisations durables, nationales et internationales. Et puis, on continuera, le 2 octobre avec les rencontres de la génération durable et des rencontres qui nous sont très chères puisque, elles permettent de rencontrer, des étudiants issus de différents, secteurs, des ingénieurs, des futurs architectes, des paysagistes, des urbanistes, voilà et de les réfléchir ensemble sur des sujets de la ville durable avec des professionnels et ça, c'est sur une journée, de mélanger un petit peu étudiants de tous les horizons et des professionnels et de les faire réfléchir ensemble, sur, bah, la ville durable et quelle ville on a envie d'avoir, aujourd'hui et demain. Est-ce que tous ces événements, on peut les retrouver seulement, dans la région parisienne ou vous avez des événements en région, dans le sud, sud-ouest? Alors, on est, plutôt basé à Paris, mais on essaie de faire des événements, nationaux. On a fait par exemple, en avril, la journée du réemploi et de l'économie circulaire. On avait, 6 points relais en région, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Nantes, et donc c'était, via des partenariats avec nos partenaires, qu'on a pu monter, ces points relais en région. On est aussi partenaire de nombreux événements en région, heu, donc voilà, on peut aussi, soutenir, des événements, en région et même à l'international. OK. C'est quoi aujourd'hui le modèle économique de Construction 21? Comment vous financez? Comment tu fais évoluer ce média, en fait? Grande, grande question, le côté financement. Effectivement, le modèle économique, et ben, toujours difficile, hein. Non seulement on bénéficie, du statut associatif et du statut média et les 2 sont un peu en difficulté en ce moment. Je rajoute à ça la construction, le bâtiment et la ville. Donc tous ces secteurs sont un peu en crise. Donc quel est le modèle de Construction 21? Ben, déjà il est associatif, donc puisqu'on a, des adhérents. Heu et donc nos adhésions, ne nous permettent seulement ne réaliser en gros que le tiers à peu près, de nos besoins et de nos produits.
À côté de ça, ben, nous avons pas mal de prestations ou d'événements que nous faisons et que nous réalisons. Donc, on a par exemple, des concours, de nombreux concours qu'on réalise avec, différents partenaires comme, les concours, des trophées, résilients, enfin des bâtiments les trophées des bâtiments, résilients avec l'AMRN. Sur les bâtiments résilients face au changement climatique, on a les trophées des bâtiments circulaires avec le booster du réemploi. On fait les trophées, de la bonne gestion des déchets avec Valobat, et puis on a nos propres trophées, les Green Solutions Awards. Donc tout ça nous permet aussi de fonctionner et puis, de vivre aussi et on a aussi, des projets européens qu'on accompagne. On est partenaire communication de plusieurs projets, européens, 2 en ce moment, un sur les façades décarbonées, à l'échelle européenne et un sur les réseaux de chaleur et de froid, et la rénovation. Et puis on est, également, partenaire, enfin on fait des animations, de conférences, on est partenaire événements. On accompagne aussi beaucoup la filière, métallique qui nous a mandatés un petit peu pour les accompagner sur, l'environnement, enfin sur leur transition environnementale et la communication. Donc on organise par exemple avec eux, les rencontres, architectes, ingénieurs. On en a déjà fait 2, un sur la réglementation incendie et la sécurité, la deuxième sur la RE 2020, 28 et 31 et une troisième qui aura lieu en fin d'année sur la surélévation extension, voilà. Donc on cherche toujours, des partenaires, de l'aide, des soutiens, pour nous aider à faire, vivre cette association. D'accord, très bien. Hem, Si un professionnel ou une entreprise souhaite proposer un article ou un cas d'étude, comment ça se passe? Ils vous contactent, il faut qu'ils soient adhérents? C'est quoi la démarche? Alors, on favorise plutôt nos adhérents, hein, c'est sinon, voilà, sinon ça aurait pas de sens, mais en fonction du sujet et en fonction de l'importance du sujet, parce qu'on est quand même une association et le but, c'est de mettre en avant des solutions durables. Si, la solution est intelligente et intéressante, bien évidemment, on va la pousser. Mais on privilégie nos adhérents et puis c'est vrai qu'au bout de 1 fois, 2 fois, 3 fois, si la personne ne vient pas, on va arrêter de pousser ses réalisations, ses solutions. Voilà, c'est aussi il faut aussi, que ce soit donnant-donnant. On ne peut pas faire vivre une asso si on ne participe pas quand même à ce modèle. Mais, voilà, il est possible de nous contacter, et de nous envoyer des communiqués de presse. On en reçoit régulièrement tous les jours. D'accord, donc l'idée c'est de payer une adhésion, mais aussi d'être actif au sein de votre association, pas forcément en apportant du contenu, mais aussi en participant, c'est ça, à ces événements? En Exactement. apportant, voilà, peut-être Mmh. de la ressource, plus que digitale, c'est ça? Bah, oui, oui, bien sûr, enfin, c'est on est dans l'humain et on est dans le partage. Donc, plus on est actif dans une association et plus c'est intéressant. Effectivement, on a plusieurs moyens de communication à travers l'association, hein. On propose, de publier, des articles en fonction de l'actualité. Si par exemple, il y a le confort d'été, ben, tiens, cette personne elle a une connaissance, cet adhérent a une connaissance sur le confort d'été, des choses intéressantes à dire, on peut peut-être la mobiliser. Donc on fait appel à eux. Pareil sur des prises de parole sur des salons partenaires, on les met en avant nos adhérents, et puis on a parfois, de nombreuses places et invitations qu'on négocie avec, des partenaires, salons. Et puis, l'important, c'est aussi de participer et de venir à ces moments de rencontre. Plus on participe, plus on rencontre des gens, et ce réseau d'acteurs engagés qui est passionné et passionnant, et puis plus on est gagnant, en fait. Plus on participe à cette association et à la vie de cette association, plus on bénéficie, de tous ces avantages. Il y a aussi, les stands des solutions qui permettent aussi de bénéficier, de visibilité sur des salons. Voilà, enfin, il y a plein, plein d'avantages à venir adhérer, à Construction 21. C'est aussi, signifier qu'on a un acteur engagé et de le faire savoir. Quel regard tu portes aujourd'hui sur les médias spécialisés en écologie, en biodiversité? Il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ces médias-là? Plus on est nombreux à parler, de ces sujets et à sensibiliser et mieux c'est, hein. Il y a un climat de climato-sceptie, hein, qui est quand même, présent un peu, dans certains médias, et notamment à l'étranger. Il est important de valoriser, toutes les actions. On est d'ailleurs partenaire avec des revues, la presse fait partie de nos adhérents aussi. On essaye de mettre en avant toutes les bonnes démarches, qui permettent de sensibiliser. On est avant tout une association pour mettre en avant tout ce qui peut nous permettre, d'avoir un monde meilleur. Repousser ça, ouais, je comprends bien. Ouais, OK. oui. Tu avais annoncé que le vivant serait donc le fil rouge de Construction 21 pour 2026. Pourquoi ce sujet devient central maintenant et pas avant?
En fait, il a toujours été central, le vivant, il a toujours été central, mais parfois un peu oublié. Parfois, on construisait, mais on se demandait: «Mais pour qui on construit, en fait?» Et quand je dis le vivant, c'est aussi bien l'humain, en fait. Heu Il est important de repenser, à pourquoi on construit, pourquoi on bâtit aujourd'hui, pourquoi on rénove. Heu et le vivant, aussi bien, l'humain que la biodiversité est essentiel et c'est un fil rouge. Oui, c'était un fil rouge en 2026 parce qu'on a fait, la ville régénérative, parce qu'on a parlé de tous ces sujets, qui sont importants et puis on voit bien aujourd'hui qu'avec, la canicule, la végétalisation, le retour du vivant et cetera est essentiel. Donc fil rouge, le vivant, oui, bien évidemment. Il faut pas oublier pourquoi on fait et pour qui on le fait. C'est un sujet qui est, facile à poser, lors de projets de construction, dans le sens où c'est toujours difficile à quantifier. On a du mal à quantifier la biodiversité, à quantifier l'impact que ça peut avoir, très en amont. Comment en fait on arrive à encourager, à intégrer beaucoup plus de vivants dans ces projets-là? Et comment vous voyez, pour pouvoir le pousser beaucoup plus peut-être en 2026? Oui, alors la biodiversité, elle est, on la voit en tous les cas de plus en plus dans les différents projets. Alors parfois ça marche pas, intégrer parfois, des végétaux, en façade, en plein sud, ça marche pas forcément tout le temps. Mais il peut y avoir aussi, enfin j'ai vu quelques expérimentations où ça peut marcher. Il suffit d'avoir un essai, de voir quelles essences on peut mettre, comment on peut, aussi apporter, l'eau, l'entretien, si c'est du neuf, bon, c'est plus facile, mais si c'est de la rénovation, est-ce qu'il f c'est facile ou pas, de faire une toiture végétalisée, de prendre en compte le poids? Donc il y a plein d'enjeux techniques, à travers, la végétalisation, mais la végétation et non pas la végétalisation. Donc il y a plein d'enjeux à prendre en compte, mais en tous les cas, nous, on les voit, évoluer et c'est pas seulement à l'échelle du bâtiment, c'est aussi à l'échelle de la ville. Avec des solutions qui sont parfois très intéressantes et alors certaines n'aboutissent pas, mais il y a eu des idées, par exemple relier, des bâtiments, qui sont face à face, avec, une sorte de arche, végétalisée pour créer de l'ombre dans les rues. Donc il y a des projets extrêmement intéressants qui peuvent pas forcément voir le jour tout le temps pour notamment des raisons réglementaires ou complexes à mettre en place. Mais en tous les cas, on voit bien que cette approche a beaucoup évolué, que les villes se végétalisent, que les bâtiments se végétalisent et avec un bienfait pour la nature, pour l'humain et pour le confort d'été. C'est quoi le principal frein selon toi, pour qu'il y ait encore, réticence? Est-ce que c'est la réglementation? Est-ce que c'est les coûts? Est-ce que c'est, l'intérêt simplement? Non, je dirais pas l'intérêt il est là, ça peut être aussi effectivement une question de coût, ça peut être aussi, une question de technique. Enfin, il est pas facile, parfois de mettre tout le temps de la végétation ou des toitures, végétalisées, partout, mais dès qu'on peut, en tous les cas aujourd'hui les projets sont poussés. Je sais pas s'il y a vraiment aujourd'hui encore, beaucoup de freins. Après il faut vraiment prendre ça en amont, bien, vérifier, et travailler sur les essences. Quelles essences on met? À quel endroit? Que ça puisse marcher, il y a eu plusieurs ratés, mais il y a aussi plusieurs, réussites. Donc il faut bien travailler son projet avec des paysagistes, avec, des ingénieurs et des architectes. Donc tous ensemble, travailler ensemble pour bien mettre en place, le projet, puis des économistes aussi pour, quantifier le projet. Donc travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de frein, mais voilà. À partir du moment où c'est bien pensé, il y a pas vraiment de frein. D'accord, très bien, bon ça c'est positif. Tu as parlé avant de ville régénératif. En quoi ce concept, va plus loin qu'une simple, réduction des flux d'énergie ou une compensation écologique classique? En fait, la ville régénérative, c'est un concept qui est né, enfin je dirais il y a 2 ans à peu près, enfin qui prend un peu plus d'ampleur, et il va un peu plus loin que la ville durable. En fait, la ville régénérative, alors il y a plusieurs définitions, mais je vous inviterai à venir le 16 septembre pour en savoir plus, sur ce qu'est la ville régénérative. Les professionnels en parleront beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. La ville régénérative est une ville qui finalement, est plus agréable, et plus bénéfique qu'elle ne l'est au départ, en fait. C'est qu'elle permet de se régénérer, d'apporter avec le vivant, avec l'énergie, la biodiversité, la gestion de l'eau, le bien-être, le confort et qu'elle apporte, un plus par rapport à la situation, initiale. Donc qu'elle soit,
plus positive, qu'elle se régénère et qu'elle permette d'apporter du bien-être, à l'habitant et aux vivants. Alors c'est un concept qui est assez large finalement puisque dans la ville régénérative, on peut tout y trouver, aussi bien de la biodiversité que de l'énergie, que des matériaux, que voilà. C'est un concept large, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet de réfléchir à qu'est-ce qu'une ville? Comment on vit dans la ville? Quelle est la mobilité? Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans une ville? Est-ce que c'est un média comme Construction 21 qui doit piloter ce genre de choses? Ou y a-t-il un métier aujourd'hui en ville qui pourrait être un peu, celui qui chapeaute un peu, ce concept de ville régénératif et qui pourrait, fédérer les compétences? Parce que là, en fait, quand on parle de ville régénérative, on voit bien tous les domaines de compétences qu'il faut activer, mais en Mmh, fait, il y en a qui sont, on va dire très éloignés. mmh. Comment à un moment donné, tu vois en fait ce concept et par qui ça doit être, managé, piloté? Bah, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble et apprendre à travailler ensemble et plus on travaille ensemble, plus on a une approche globale, plus on a une approche intelligente et mieux c'est. Alors sur la ville régénérative, il y a plusieurs pistes. Effectivement, ça peut être une collectivité qui veut essayer, de piloter sa ville et de l'en faire une ville régénérative. Alors par où commencer? Surtout quand c'est à l'échelle de la ville, c'est un peu compliqué. On peut peut-être commencer à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un îlot et ensuite, de la faire fructifier à l'échelle d'une ville. Donc ça peut être au sein d'une collectivité, ça peut être aussi, avec, ben, tout un collectif d'architectes, d'ingénieurs, de paysagistes et de réfléchir ensemble, voire même sociologues, de réfléchir ensemble à, bah, comment on conçoit ce projet parce que c'est à l'échelle d'une ville. C'est ce que je disais, c'est qu'on peut peut-être commencer, petit à l'échelle d'un îlot et puis ensuite, de, heu, de faire fructifier, ce qui a marché à l'échelle d'un quartier et puis à l'échelle d'une ville. Après Construction 21 n'est pas là pour mettre en place ces projets, mais elle est là Oui, pour bien faire sûr. connaître ce qui est possible de faire, de mettre en relation, de fédérer, effectivement, tous ces acteurs, mais pas là pour le piloter, Ça, bien non, je sûr. comprends bien. Mais montrer Vous avez l'exemple et montrer que ça marche et comment ça marche. Oui. tout à fait. Et en plus, vous avez probablement l'ensemble de tous ces corps de métier dans votre association, ce qui permet, peut-être un peu plus Oui. de les rapprocher. Oui, oui et puis on a plein d'études de cas dans Construction 21, j'en ai pas parlé, mais on a plus de 1 900 études de cas partout dans le monde à Construction 21. C'est une richesse incroyable parce que, il suffit de se connecter sur le site de Construction 21 et d'aller voir, dans les réalisations et les études de cas et de voyager partout dans le monde pour voir ce qui s'est fait. Si on met par exemple confort d'été, voir ce qui s'est fait, si on met, matériaux biosourcés, ce qui s'est fait, réemploi, enfin les thématiques sont extrêmement larges, donc ça permet de piloter, de voir ce qui s'est fait, ce qui a marché, comment ça s'est fait, quelles solutions, à quel coût. Donc c'est une richesse incroyable qu'on a à Construction 21. Outre les articles, on a aussi ces études de cas qui font office de réussite. Est-ce que tu as en tête un projet ou un territoire, qui incarnerait parfaitement cette approche, du vivant et que tu souhaiterais pousser en 2026 et les années à venir? Alors je sais pas si aujourd'hui, la ville régénérative a déjà, enfin en tous les cas à l'échelle de la ville, c'est compliqué. Mais il y a plein, plein de démarches qui sont faites, à l'échelle d'un quartier ou d'un îlot qui sont extrêmement intéressantes. Heu, il y a plein de choses qui sont faites, heu par exemple, ben, à Marseille, enfin, je dis ça, enfin, notamment le projet, Euromède. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, hein, Euromède 1, Euromède 2, mais il y a eu une approche un peu transverse sur un quartier, à savoir l'énergie avec utiliser, la mer, sur la biodiversité, la végétalisation, les matériaux biosourcés. Il y a une approche un peu globale qui a été faite, et c'est ça qui est intéressant, heu et à l'échelle internationale, après, je pense qu'on peut puiser un peu, à droite à gauche, ce qui s'est fait, même, à l'international, effectivement, je pense à des villes, comme, ben, les Pays-Bas, où ils ont, réussi à s'adapter, face aux inondations. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Bah, en France aussi, là où on parle beaucoup, de littoraux et d'érosion, du littoral et des inondations. Enfin, il y a plein de choses à s'inspirer à droite à gauche, en fait, pour mettre en place un modèle. Après, je ne sais pas s'il y a un modèle de ville régénérative à répliquer. Il faut bien prendre en compte l'enjeu de la ville en soi. Quels sont les enjeux? Où elle est située, quelles sont, ses grandes faiblesses et qu'est-ce qu'on peut, améliorer en tous les cas et agir. Mais en tous les cas, on peut s'inspirer de ce qui s'est fait, partout ailleurs, y compris à l'international
pour, réfléchir à quelque chose d'intelligent, pour une vie régénérative. Excellent. Tu as un œil un peu sur, ce qui se fait par exemple en Afrique. Je sais que vous travaillez par exemple avec le Maroc. Est-ce que, dans les pays qui connaissent la chaleur en fait depuis, beaucoup plus longtemps que nous, est-ce qu'il y a des choses à aller, comment dire? Glaner chez eux en termes d'idées, est-ce qu'il y a véritablement cette volonté de créer des ponts, vers ces villes plus au sud qui ont peut-être des solutions pour nous? Ben, oui, oui, complètement. C'est le but aussi, hein, c'est de partager, ces retours d'expérience et de s'en inspirer. C'est un peu le but aussi de Construction 21. On a plusieurs réalisations études de cas, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était, ben, aussi le biomimétisme. C'est s'inspirer aussi de la nature pour mettre en place des solutions intelligentes. Il y avait quelque chose en Afrique qui m'avait assez interpellée, c'était, une sorte de termitière. Donc s'inspirer des termitières pour justement avoir un flux chaud-froid, qui permette de ventiler, et d'éviter le confort d'été, enfin et de permettre un confort d'été. Donc ça, c'était en Afrique, après il y a effectivement le blanc sur les façades et sur les toits. Il y a tout ce qui est, tu parles particulièrement du confort d'été Pas ou? forcément, non, non, que ce soit vraiment sur des sujets de la gestion des eaux, la Ah gestion oui, des en peuples fait. arborés, des choses comme ça, quoi. Oui, oui, tout à fait. Après, enfin, il y a aussi en Afrique, il y a beaucoup d'utilisation, de matériaux locaux et du local, en fait, faire avec le local. Donc il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Utiliser la terre crue, voilà, il y a aussi, la partie, panneaux photovoltaïques. Ils utilisent, beaucoup, beaucoup, cette énergie, solaire et renouvelable. Il y a plein d'exemples, à prendre, ça c'est pour l'Afrique, mais après effectivement, pour les Pays-Bas et les inondations, bah, il y a aussi, cette partie-là à prendre. Il y a la partie, tiers-lieux et comment occuper, l'espace commun, comment, réfléchir sur, comment on peut partager des espaces. Par exemple, un parking devient une aire de jeu, à l'étage, qu'une déchetterie, devienne une piste de skate, à Copenhague, donc c'est comment aussi, réfléchir à l'usage de nos infrastructures, de nos bâtiments, et le faire partager et que ce soit aussi un lieu de rencontre. Parce que la ville, c'est aussi ça, c'est vivre ensemble. Donc comment faire que ce soit agréable à vivre ensemble, voilà. Utiliser aussi, les bords de Seine, ou les bords de fleuves, pour pouvoir, se baigner quand il fait chaud dans la ville. Heu Ça m'avait pas particulièrement marqué à Copenhague, mais on commence à le faire aussi, dans d'autres endroits partout en France. Donc heu, donc Les voilà. villes baignables, effectivement, les villes baignables sont un sujet, Paris, Oui, comment déjà a ouvert cette année, il me semble, quelques lieux de baignade sur la Seine, non? Ou, oui, c'est ça. Ben, il y a plusieurs lieux de baignade, hein, qui existaient déjà, auparavant, hein, mais là, en tous les cas, on les multiplie, les lieux de baignade et j'ai fait l'expérience d'accord, l'année dernière. et alors? Retour Et d'expérience? ben et ben, c'était très chouette, vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. J'étais un peu, sceptique au départ, se dire: «On va se baigner dans la Seine», on est un peu sceptique au départ. Notamment pour des questions sanitaires, on a un peu peur. Ouais, ouais, Mais en fait, j'ai trouvé ça, extrêmement agréable de pouvoir, bénéficier, ben, de la Seine, des infrastructures, de se baigner, dans ce cadre-là et de voir, Notre-Dame à côté, et d'être en plein cœur de la cité et puis de bénéficier, ben, de ces infrastructures. Il y a pas longtemps, j'étais au canal de l'Ourcq et quand c'était la canicule, ils étaient tous en train de se baigner. Donc bon, c'était pas autorisé, hein, baignade interdite. Mais il y a peut-être des réflexions à avoir. enfin, bien sûr, tout à fait, pour rafraîchir la ville. Non, c'est vraiment intéressant, effectivement, d'aller pointer un peu ces sujets et de étendre un peu le regard sur d'autres pays, sur d'autres territoires, qui ont pas forcément tout le temps les mêmes contextes, mais qui ont sûrement des idées, à auxquelles s'inspirer, quoi. Comment tu Bah, vois c'est vrai que le quand on regarde, l'échelle internationale, on n'a pas tous la même définition du durable. Quand on regarde, les pays, les Émirats arabes et cetera, pour eux, c'est pas du tout, la biodiversité et cetera. On est plutôt dans, la consommation d'énergie, sur le rafraîchissement, sur, le numérique, pareil pour Singapour ou tout ça, on est vraiment dans le numérique, dans la GTB, le contrôle et cetera.
cetera. Donc il y a et l'efficacité énergétique, donc il y a une vision très, très différente. En Afrique, c'est plutôt du local, utiliser les matériaux locaux. Et puis il y a aussi la question du neuf et de la réhabilitation. En Europe, on est plutôt sur, un schéma de faire avec l'existant, alors que dans d'autres pays, on est plutôt sur, construire parce qu'il y a des besoins de construction et d'infrastructure. Donc en fait, tout doit se prendre avec, ben, les contraintes, locales, en fait. Ouais, bien sûr, tout à fait. Donc c'est difficile aujourd'hui, même s'il y a des idées qui peuvent être duplicables, mais difficile de se dire qu'on va industrialiser pardon, ces solutions. Il y a probablement des choses à reprendre, mais c'est toujours dans un contexte local, et territorial, c'est ça? Oui, bien sûr, il faut quand même s'adapter, au à l'existant, au bâtiment, à la ville, au lieu. On peut pas dupliquer comme ça, une technologie. Alors il y a certaines technologies, oui, si c'est des solutions, énergétiques et cetera, oui, bien sûr qu'on peut les dupliquer. Mais, si c'est un projet à l'échelle du bâti enfin, d'un bâtiment dans son ensemble ou d'un quartier ou d'une ville, bien évidemment, il faut prendre en compte les considérations, locales, de climat, voilà. De mobilité aussi, d'infrastructures, plein de choses à prendre en compte. Mais en tous les cas, s'inspirer de l'existant et ce qui a été fait et ce qui a marché. Ça, c'est Ça important. oui, et c'est important parce que, en plus on peut les contacter ou on peut très bien avoir un retour d'expérience, et c'est très intéressant de savoir ce qui a été fait, comment ça a été fait, avec quelle solution, quel coût, et puis dire: «Ben tiens, bah ça je peux m'en inspirer». Il s'agit pas de calquer à l'identique, mais en tous les cas de s'en inspirer, vraiment, de façon, importante. Après, il y a pas aussi un peu l'effet, psychologique qui montre qu'en fait les choses, bien souvent peuvent paraître pharaoniques et que c'est dur à mettre en place, mais que finalement, en commençant petit, tout à l'heure on parlait, de régénérer la ville, mais on peut commencer dans des quartiers, peut-être même des fois dans des petits espaces de la ville, à engager des modifications pour pouvoir améliorer le confort des habitants. Bah, oui, bien sûr, il y a plein de choses à faire au quotidien, ça peut être des petits plus, qui permettent, d'améliorer le quotidien, régulièrement. Là, on est enfin, on accompagne aussi un petit peu le projet, Racine, notamment, sur la rénovation des écoles et puis du rénov'. Parfois, on peut faire, avec peu de moyens. On peut en tous les cas, essayer de rendre, bah, les écoles un peu plus, un peu plus utilisable, ou du moins utilisable tout court, quoi. Donc il suffit pas parfois de sortir, les gros, gros moyens. On peut aussi faire quelques petites modifications qui peuvent permettre, d'ajouter beaucoup de plus, en fait, et de confort. D'accord. Comment tu vois, l'évolution de Construction 21? C'est quoi les objectifs pour on va dire les 5 prochaines années? Comment tu vois l'évolution de ce média? Pour préciser un peu ma question et où c'est que vous voulez l'amener? Bah, je dirais continuer ce qui a été un peu lancé, bah, depuis 4 ans, à savoir en faire, le média, national et international du bâtiment et de la ville durable. Heu et puis un réseau, d'acteurs engagés. Enfin, je pense que cette ligne-là, tient la route, elle est très riche, elle est très intéressante, et ce que j'aimerais, c'est que le nombre d'adhérents, double, voire triple, que, les moyens aussi doublent, voire triplent, ce qui nous permettrait aussi, d'avoir plus de moyens, plus d'actions, notamment pour l'international, et puis ensemble, réfléchir à ce qui est possible de faire, mettre encore plus, d'études de cas, montrer encore plus d'exemples, et mettre en avant, pour montrer ce qui a été fait, et puis, faire réfléchir ensemble, tout l'univers de la construction pour voir ce qui est possible de faire et créer des synergies. Donc, c'est tout le sens de cette association, hein, montrer ce qui est possible de faire, avoir des bâtiments durables, abordables et réplicables. Donc, cette ligne-là, j'espère en tous les cas la porter et la poursuivre, pour les prochaines années, avec encore plus d'adhérents, encore plus d'acteurs engagés, et encore plus de solutions qui marchent. Pour conclure, notre échange, j'avais une dernière question. Oui. En 25 ans de carrière, c'est ça? 25 ans? Oh, je sais pas, je compte plus. D'accord. Quelles sont les 2 personnes que tu as aimé le plus interviewer ou avec qui tu as eu les échanges les plus marquants? Ah, je vais pas te donner, des noms, comme ça, mais il y a plusieurs interviews qui m'ont marquée. Ouais, je sais pas. Hem, c'est surtout des visions, qui m'ont marquée. D'accord. C'était soit des avant-gardistes,
soit des personnes, très convaincues, avec ou bien brillantes avec des projets, très intéressants. Je peux pas dire qu'il y a eu une personne, qui m'a particulièrement marquée. Enfin, tous les acteurs et toutes les interviews ont quelque chose d'intéressant, en fait. Que ce soit en termes de solutions, en termes de réflexion, en termes de parcours de vie aussi. C'est aussi de l'humain, et quand on fait, des interviews sur, les parcours de vie, on apprend plein de choses aussi sur l'humain et puis sur les raisons, de cet, engagement aussi. Souvent, les personnes engagées ont eu un déclic à un moment donné, qui fait que, bah, finalement on s'engage, et on comprend l'utilité de d'agir face aux enjeux climatiques. Donc, je pourrais pas dire qu'il y a une ou 2 personnes qui m'ont marquée. Certes, c'est toujours, bah, quand on fait le premier ministre, un interview un premier ministre, c'est toujours un peu impressionnant, au départ. Ouais. Mais c'est pas pour autant que ça m'aurait marqué plus que, ben, le petit patron de PME, qui essaye de monter son entreprise et qui essaye d'avoir une démarche, environnementale. Je on a tous quelque chose à apporter, toute notre pierre à l'édifice et c'est ce qui en fait la richesse, voilà. Et j'aime ce métier, j'aime l'humain, j'aime apprendre et j'aime faire passer les messages. C'est vraiment c'est des visions plutôt que voilà, des Oui, individualités, ouais. des visions et des parcours de vie et des solutions. En fait, il y a une question que j'aurais pu te poser au tout début de l'interview, mais je vais quand même te la poser. C'est quoi le déclic dans J'en ton étais sûre. parcours? En fait, j'aurais aimé la poser, mais bon, tu me tends un peu la perche. Oui, oui, j'en étais sûre que je te tendais la perche. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir à quel moment, en fait, Stéphanie, bascule, dans cet engagement parce que, c'est un peu le sens de ton parcours, si je comprends bien? Et ben, au début, quand j'ai commencé en tant que journaliste, c'est vrai qu'à l'usine Nouvelle, quand j'étais à l'usine Nouvelle, le bois et la filière bois, c'était un peu le parent pauvre, personne ne construisait, en bois sauf quelques convaincus, écologistes, et il y en avait très peu à l'époque. Hem et donc je me suis dit: «Bon, allez, je vais aider, justement, la presse, bois et puis essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice pour essayer d'apporter une démarche un peu innovante, et intéressante au départ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux qui étaient extrêmement intéressants. Enfin, j'ai fait quelques voyages et quelques reportages, on a beaucoup parlé aussi de déforestation à l'époque. Il était beaucoup question de déforestation et de protection de l'environnement et comment ne pas, justement déforester et avoir une bonne gestion, de l'environnement. De voir qu'en fait, ben, à travers une bonne gestion de la forêt, il y a la biodiversité, il y a plein de choses qui sont là et qu'en fait, c'est aussi un matériau qui est extrêmement riche et aussi intéressant. Bah, du coup, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant». Et puis après quand j'ai, quand je suis partie au Moniteur, et au Cahier technique du bâtiment, bah, j'ai vu d'autres matériaux et en fait qui avaient une autre réflexion et je me suis dit qu'en fait, bah, on avait tous quelque chose à réfléchir et à revoir pour arrêter, cette consommation de masse et revoir comment on peut produire mieux, plus intelligemment et faire autrement. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment eu un déclic. Je peux pas dire que j'ai eu un déclic, mais c'est tout au long du parcours de voir en fait cette évolution et en 10 ans, le milieu de la construction et du bâtiment a clairement évolué. Et je trouve ça passionnant, de voir toutes ces évolutions, tous ces matériaux se réfléchir, se repenser, tous les architectes, les ingénieurs, les promoteurs, ils réfléchissent aussi à, ben, quel bâtiment on peut construire ou comment on peut rénover, comment on doit s'adapter, face à tous ces enjeux, à l'érosion, du littoral, au retrait-gonflement d'argile, à la sécheresse, aux matériaux. Enfin, il y a plein d'interrogations et on vit dans une, transformation, heu, du bâtiment et de la ville qui est extrêmement passionnante. Et voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment de déclic, mais en tous les cas, c'est suivre, tout ça et puis tous ces engagements et toutes ces solutions qui font que ça reste en tous les cas passionnant et je suis ravie d'essayer d'apporter moi aussi ma petite pierre à l'édifice. Effectivement, c'est un domaine en pleine évolution, en pleine effervescence, donc effectivement, j'imagine que ça doit être, motivant au quotidien. Bah, en tous les cas, c'est positif. Alors on a besoin de positif, dans une situation qui peut être un peu une conjoncture qui peut être un peu morose et angoissante. Donc apporter du positif et montrer qu'on peut faire mieux et autrement, c'est vraiment agréable. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Stéphanie, pour cet échange. On finit donc sur Merci. cette note positive. Merci à toi. Oui, Merci. Donc du coup, on peut te retrouver donc sur construction21.fr, c'est ça? Tu es disponible aussi sur exactement. LinkedIn? Assez actif sur LinkedIn aussi? T Exactement, on est Ouais. aussi sur LinkedIn, on est bien présent sur les réseaux sociaux, on a aussi un compte Insta, et puis, possible de me contacter aussi par mail, voilà.
En tous les cas, suivez-nous et puis vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Super. Voilà. On mettra toutes les informations dans la description et merci Top. encore Stéphanie, bonne Bah, continuation merci à toi. et on va suivre Construction 21 avec, attention. Voilà. Merci, merci, donc à très vite. On se voit vite. Oh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si cette conversation vous a inspiré et vous a donné envie de regarder la ville autrement, alors merci de partager autour de vous sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram et à vous abonner sur notre newsletter sur dailygreen.fr. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. À très vite sur Daily Green.